Voilà, mesdames et messieurs, je suis là. Le grand rendez-vous peut enfin démarrer. Bonsoir chez vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le temps sera-t-il au beau fixe demain? Découvrons-le ensemble. Voilà toutes nos chaleureuses salutations à l'endroit des populations de Ouinri. Au menu de ce grand rendez-vous, nous avons 4 rubriques. Comment se porte l'industrie agroalimentaire au Bénin? On en parle dans le monde agricole. L'expert viendra poursuivre sur comment devenir indépendant financièrement. Autant Savoir s'intéresse à ce qu'apporte un site de conservation de mémoire en ligne à l'enseignement supérieur. Entretien des narines, une nécessité pour la santé humaine. On en parle avec Nature et Bien-être. Et rassurez-vous, le rendez-vous du journal ne sera pas manqué. N'est-ce pas, Amandine Agnambossou? Bonsoir. Bonsoir à vous, Agnès Bello. Comment vous allez? Ça va bien? Nous sommes pressés de vous entendre pour la présentation des titres. Au menu du journal ce soir, l'élaboration d'un programme quinquennal pour la période 2019-2023, une initiative du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La majorité des déchets, surtout plastiques, se retrouvent souvent dans les océans et menacent la vie des écosystèmes marins. Des actions urgentes s'imposent pour une protection des océans. Et puis nous irons à la découverte du roller sport. C'est une discipline sportive qui draine du monde. Sa pratique nécessite une maîtrise des techniques de base. Amandine Agnambossou, un instant, je vous ai imaginé sur les rollers. J'espère qu'on aura ce genre d'image. Ce sera un vrai événement. D'accord. À tout à l'heure pour de plus amples informations. Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous se poursuit. Le premier plateau à présent. Autant savoir. Alors, un site de conservation des mémoires en ligne. Qu'est-ce que cela apporte véritablement à l'enseignement supérieur? Un expert est déjà là pour nous entretenir sur le sujet, mais on le reçoit tout juste après ceci. La plateforme Mémoire en ligne est la première plateforme numérique des géoscientifiques de l'esprit au Bénin. C'est une plateforme sur laquelle nous collectons et nous mettons à disposition les mémoires académiques soutenues dans les universités privées et publiques du Bénin. Autour de cette application, les étudiants se sont montrés intéressés, mais nous n'avons pas encore cet engouement assez gigantesque parce que c'est goutte à goutte que les étudiants envoient les mémoires. Et nous avons essayé d'approcher également certaines universités, publiques comme privées, mais là, nous n'avons pas encore eu une suite favorable au niveau des universités. Actuellement, nous tournons autour de 80 mémoires en ligne par rapport sur la plateforme. Ces mémoires viennent des étudiants. Bon, il y a de l'agronomie, la science économique,
la science politique, la communication, la biologie, et la sociologie, la géographie, la philosophie et bon, quelques autres domaines. Bon, pour accéder au site, le lien c'est www.mémoire avec s en ligne.com. Le tout est collé. Maintenant, quand on accède au site, sur la page d'accueil, il y a les différentes catégories, les différentes matières, je dirais. Et vous cliquez maintenant sur ces catégories pour accéder aux différentes mémoires existantes dans ces catégories-là. Maintenant, quand vous accédez aux mémoires, vous pouvez cliquer maintenant sur la page de garde de ces mémoires et découvrir le résumé de ces mémoires. Donc, après le résumé, il y a les mémoires en version gratuite, les mémoires en version payante. Pour les mémoires en version gratuite, vous pouvez directement accéder au téléchargement. Mais pour les mémoires en version payante, vous devez d'abord acheter un code par Mobile Money avant d'accéder au fichier à télécharger. Les mémoires sont en version PDF. Voilà. La différenciation, c'est pour quand même pouvoir maintenir la plateforme parce que sans un financement, la plateforme ne peut pas être maintenue. Mais notons que la décision de mettre en payant ou en gratuit, c'est l'auteur qui décide. Nous proposons les deux options à l'auteur qui envoie son mémoire. Donc, c'est lui qui décide s'il veut le mettre en version payante ou en téléchargement gratuit. Retour donc sur ce plateau avec notre invité qui est déjà là. Bonsoir, Monsieur Wenceslas aussi. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Avec vous, nous allons parler de la conservation des mémoires en ligne, ce que gagne l'enseignement supérieur. Mais avant, dites-nous pour vous, est-ce que vous jugez opportun un site qui n'est créé que pour conserver des mémoires en ligne? Oui, c'est important. Et vous me permettrez, à l'entame de ce propos, de vous remercier de m'inviter à la veille de la Semaine mondiale de libre accès à l'information, le Open Week, pour dire qu'il est important pour le développement de la science, pour la promotion de la science, pour la vulgarisation scientifique, d'avoir des plateformes, ça peut être des sites, ça peut être aussi des applications mobiles aujourd'hui, parce qu'on est avec les terminaux, les smartphones, de pouvoir accéder à la connaissance qui est produite dans les universités. Vous savez que l'université a trois vocations, l'enseignement, la recherche et le service à la communauté. Pour que l'enseignement qui est fait soit un enseignement de qualité, la recherche qui est faite doit être connue non seulement des acteurs de la communauté universitaire, mais aussi des citoyens, des entreprises, de la société. Et donc, vous voyez que le pilier de la recherche est donc au milieu là pour permettre à l'université de vivre et d'être utile au développement. Je pense que dans les modalités ou les dispositifs de conservation des mémoires en ligne, il faut voir deux sortes, deux aspects. Mais avant tout, vous êtes d'accord pour le principe. Oui, créer des sites voilà, pour conserver des mémoires en ligne, pour vous, c'est souhaitable. Ce que je viens de dire. Oui, il vaut mieux se résumer parce voilà. que nous avons des gens. Alors, les deux approches que je vois, pour avoir suivi l'élément visuel, c'est qu'il y a l'approche payante et l'approche non payante. Oui. Et vous me permettrez, moi qui suis un apôtre du libre accès, de parler beaucoup plus de l'approche non payante, c'est-à-dire l'approche open, c'est-à-dire que de permettre à tout le monde d'accéder ici comme ailleurs aux productions scientifiques de nos universités. Cela participe, si vous voulez, de trois éléments pour moi. Je peux? Donc, avant tout, revenons un peu en arrière. Pour vous, l'idéal, ce serait que ce soit en accès libre. Mais ça a été dit dans le reportage que c'est l'auteur du mémoire qui décide s'il veut le mettre en payant ou en gratuit. Oui, et vous voyez bien que c'est une entreprise qui a l'idée de faire mémoire en ligne, et même là, au début, un peu limitée, parce qu'ils ont moins d'une centaine de mémoires. Oui, et le projet de mémoire en ligne sur lesquels moi je travaille, nous avons plus de 1000 mémoires. Parce que justement, les entités savent que nous ne sommes pas dans la commercialisation. Ce n'est pas que c'est mauvais la commercialisation. Donc il faut s'entendre. Ici comme ailleurs, quel que soit le mémoire ou la thèse, c'est et l'entité ou celui qui a produit sa thèse qui donne l'autorisation pour les fins d'exploitation, à but commercial ou non. Donc ils ont bien raison de dire ça. Mais je crois qu'ils derrière, ils vont travailler peut-être pour le développement de l'entreprise. Mais moi, ce dont je sais le plus, que je peux dire, c'est par rapport au libre accès. Au libre accès. Oui. Je peux vous parler des initiatives qui existent,
il y a par exemple l'initiative d'ICAMES et l'initiative IR, Institutional Repository de l'Université d'Abomey-Calavi, qui est à l'étape embryonnaire. Mais je parlais beaucoup plus de l'initiative d'ICAMES. C'est quoi le DICAMES? Le DICAMES, c'est le dépôt institutionnel du CAMES, qui a été même lancé récemment à l'occasion du cinquantenaire du CAMES, qui va permettre à un certain nombre d'universités de mettre en ligne, accessible à tout le monde, les travaux publiés, que ce soit des mémoires, que ce soit des thèses, que ce soit parfois des articles scientifiques produits Que au gagne niveau... l'enseignement supérieur à Ce cela? que l'enseignement supérieur gagne, c'est déjà ce que j'ai expliqué au départ. Dans un premier temps, la vulgarisation scientifique. Ce qui est produit à l'université ne reste plus dans le giron de l'université et ça permet une vulgarisation et derrière une promotion de l'université. Vous savez que l'université d'Abomey-Calavi, pendant un moment, a été parmi les top 100 des universités parce qu'elle était visible sur Internet. Donc, l'université est visible par la production de ses chercheurs. Ça permet ça. Ensuite, il y a un élément très important que en termes de qualité, justement, au niveau de l'enseignement, est-ce que ça améliore la qualité? Justement, et ça améliore la qualité par le simple fait que ça décourage l'escroquerie intellectuelle, ça décourage les pratiques plagiaires. C'est-à-dire que dès qu'un travail est fait, vérifié et mis en ligne, on a tous accès donc, au contenu en test intégral de tout ce qui est publié. Dès lors que vous amenez votre mémoire ou votre thèse, on tape dans le système, on sait s'il y a des similitudes, des similarités par rapport à d'autres documents qui existent. Donc ça, c'est un gain énorme pour permettre à l'université de jouer ce rôle-là pour que les gens ne continuent de copier d'autres ou de faire de copier-coller. D'accord. En termes de visibilité déjà pour l'enseignement supérieur, quand on parle, quand on est sur Internet justement, on est ouvert à tout le monde. Il faudrait aussi qu'on s'intéresse à la qualité des œuvres qui sont produites, qui reflètent aussi le niveau de l'enseignement supérieur béninois. Oui, justement, pour le cas des thèses et des mémoires, c'est précis. C'est une thèse de moins. Ou mémoire, c'est un travail académique qui est soutenu devant un jury. Qui a été encadré. Voilà, qui a été encadré. Donc déjà, le jury valide déjà la qualité du travail. Et c'est ça qui est mis en ligne. Pour un cas que je connais, un ancien directeur de l'ENAM, je peux me permettre de le dire, a décidé par exemple de mettre en ligne, si on devait le faire, les meilleures mémoires. Par exemple, le CBRSI félicite ou bien encourage chaque année les meilleurs travaux scientifiques des apprenants. En les publiant. En les publiant. Donc, on peut récupérer ça pour qu'on puisse aussi dire que ce qui est publié, c'est non seulement de qualité, mais aussi parfois des études originales sont faites et on ne sait pas. D'accord. Et le troisième gain que moi je trouve, il y a une visée patrimoniale qu'il ne faut pas oublier. Vous savez, le monde entier peut-être serait content de savoir, d'avoir le premier article publié ou bien la thèse du professeur Montondi, par exemple. Donc ça a une vision patrimoniale, de montrer que nos meilleurs enseignants ont publié des choses et quand on tombe dessus, il y a une sensation, voilà, il y a de l'émotion. Donc c'est aussi ça, le fait de mettre... C'est vrai que ce ne sera pas facile de mettre la main sur sa première thèse. Hein? Je vous assure que dans le cadre du projet d'ICAMES, quand on est allé le voir, pas moi personnellement, les collègues qui ont quitté le Canada, qui ont suivi le projet avec nous, il a accepté de donner ses travaux pour qu'on les mette dans le DICAMES, qui est ce qu'on appelle dans notre jargon un dépôt institutionnel. C'est-à-dire que c'est un site, une plateforme institutionnelle pour l'université. D'accord. Alors, ça veut dire que ce genre d'initiative est à encourager. Pour l'instant, c'est presque embryonnaire chez nous. Comment est-ce qu'on peut expliquer le manque d'engouement autour de ce genre d'initiative? Pour ceux qui veulent, pour le côté payant de la chose? Non, même pour l'aspect gratuit, parce que si vous avez le choix, ça veut dire que vous pouvez décider pour le gratuit. Je peux dire que pour ce qui est du gratuit, pour ce que moi je sais, dont un peu je suis le chargé de projet à l'université de Calavi, c'est que les autorités appuient cela. Et je sais aussi ça au niveau des entités, au niveau de l'université. Et je sais aussi que le ministère de l'Enseignement supérieur, actuellement, dans le cadre des réformes, envisage un certain nombre de choses dans ce sens-là. Et je pense aussi, pour terminer, que le CAMES encourage ça. D'accord. Que vont devenir les centres documentaires qui avaient l'habitude de conserver ces mémoires-là en version papier? En version papier? Non, les centres de documentation en version vont exister. Mais la chance, c'est que celui qui, par exemple, va en séjour de recherche à l'extérieur du Bénin, peut, depuis là-bas, en travaillant sur le Bénin, avoir accès à ce qui est publié dans les facultés, dans les écoles au Bénin. Ça fait ça. On permet, en mettant sur une plateforme en ligne, à tout le monde du monde entier d'accéder à cette publication. Donc, ça ne veut pas dire que celui qui est venu dans le cadre d'une recherche au niveau physique
peut toujours accéder. Et c'est aussi ça, peut-être qu'on va expliquer aux téléspectateurs, on peut décider de mettre des habilitations. Oui. Donc, on peut accéder au résumé, on peut accéder à des parties, Oui. et pour accéder peut-être à l'intégralité, on ne peut qu'aller dans la bibliothèque. Parce que dans la recherche, il y a parfois des thèses ou des travaux qui sont sous embargo. Donc, on ne peut pas forcément publier Les voilà, résultats. les résultats. Les résultats. Donc, il faut forcément peut-être se rapprocher de l'entité pour avoir. Oui, mais bon, je crois qu'il va falloir qu'on puisse aussi montrer que c'est important pour les étudiants d'avoir accès à ce genre de site. Ça leur permet d'enrichir leurs connaissances aussi, mais aussi de pouvoir choisir des sujets, comment dirais-je, intéressants, ou peut-être poursuivre Voilà. sur une idée qui avait été Et c'est entamée justement, par quelqu'un d'autre. puisque la science procède par accumulation, Oui. pour écrire un mémoire ou écrire une thèse, vous n'allez pas reprendre ce qui est fait. Vous faites le point pour voir ce qui a été fait et quelle direction vous allez donner à votre Quelle travail. orientation. Quelle orientation. Est-ce que c'est un plus que vous donnez? Parce que la thèse, c'est une contribution originale. Et donc, pour ça, vous avez besoin de savoir ce qui est fait. Et si, en restant à un endroit, n'importe où sur la Terre, vous accédez à quelque chose qui est fait dans une université, ça facilite votre Grandement travail, la ça vous tâche. permet d'avancer. Je vais vous donner un exemple pour terminer. Oui. Juste hier, je ne savais pas qu'on allait en parler. Il y a une Burkinabé, une dame qui a fait sa thèse au Canada, et qui est allée sur Internet et a tapé et a vu ma thèse soutenue en France. Mais elle s'est rendue compte que la thèse n'était pas accessible. Parce que justement, l'université a décidé que la thèse soit accessible qu'à Paris. D'accord. Mais moi, en revenant à l'université de Calavi, j'ai mis la thèse à la bibliothèque de l'ENAM, j'ai mis la thèse à la bibliothèque de l'université d'Abomey-Calavi, j'ai mis la thèse dans la base de données du DICAMES. D'accord. Donc, on peut accéder. Et donc, j'ai dû lui envoyer personnellement cette Et elle thèse-là. a été soulagée Oui, d'avoir elle a cette été- information. oui, parce qu'elle travaillait quasiment sur le même sujet, mais dans un cas burkinabé. D'accord, merci à vous, Monsieur Wenceslas Maoussi. Nous rappelons que vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, conservation des mémoires en ligne, ce que gagne l'enseignement supérieur, c'est déjà beaucoup plus de notoriété, beaucoup plus de visibilité et surtout beaucoup plus d'opportunités pour les étudiants en quête de sujets de recherche. Ce sera donc tout pour autant savoir qui laisse place à Nature et Bien-être. Voilà, notre invité est déjà bien installé, Josias Sorrento, médecin ORL. Bonsoir. Bonsoir Madame Bello. Un plaisir de vous retrouver encore sur ce plateau. Vous étiez avec nous hier, mais hier on parlait des oreilles. Aujourd'hui, on parle des narines. Leur entretien est une nécessité pour la santé humaine. Oui, contrairement à ce que j'ai dit hier, l'entretien des fosses nasales est indispensable. Et pour s'en rendre compte, il suffit d'essayer à la fin d'une journée. Prenez un coton ou bien une compresse. Et à la fin de la journée, essayez de nettoyer l'entrée de votre fosse nasale. Et vous allez vous rendre compte Pour respirer mieux. combien c'est sale. Vous allez vous rendre compte combien c'est sale. Parce que physiologiquement, nous respirons environ 12 000 litres d'air chaque jour. 12 000 litres d'air. D'air chaque jour. Vous savez, l'air qui nous entoure, combien c'est pollué, tout ce que l'air comporte. Et nos fosses nasales jouent un travail formidable. Ils font un travail formidable. Si vous le voulez, je vais vous expliquer un peu. Non, on peut y aller. Il faut bien qu'on apprenne déjà comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ça pourra nous aider à mieux les entretenir. Tout à fait. Donc, généralement, quand on pense à nos narines, la première des choses à laquelle on pense, la première fonction, c'est la fonction de respiration. Ensuite, on sait que nos narines nous aident à percevoir les odeurs. Mais en dehors de cela, nos fosses nasales travaillent comme une machine formidable qui permet de conditionner l'air, qui permet de filtrer, d'épurer, d'humidifier, de réchauffer l'air avant que l'air n'aille jusqu'au poumon. Parce que dans nos narines, déjà, les poils qui sont à l'entrée de nos narines ne sont pas là par hasard. Ah, mais il y a beaucoup qui les enlèvent. Justement. Parce qu'on trouve que ce n'est pas esthétique, c'est pas beau. Justement, parce que ces vibrisses qui sont à l'entrée de nos fosses nasales servent déjà à arrêter mais tout il y ce en a qui est... qui les ont bien longs. Est-ce que quand c'est long, on ne peut pas peut-être le couper un peu? On peut juste couper à l'entrée. Oui. Mais ils permettent d'arrêter les grosses particules, les insectes, les grosses poussières qui devraient rentrer dans nos fosses nasales. Ensuite, lorsqu'on évolue, les fosses nasales, il y a des cils qui recouvrent la muqueuse des fosses nasales avec un film de mucus. C'est comme un gel qui recouvre la fosse nasale. Et ce gel et les cils permettent d'arrêter les pollens, les poussières,
toutes les petites particules qui pourraient s'introduire dans nos fosses nasales, aller vers la trachée, aller vers les poumons. Et ce film-là descend progressivement dans la gorge, à une vitesse d'environ, disons, 5 mm par minute. Est-ce que c'est tout ce travail qui fait que les fosses nasales sont sales ou bien la saleté vient d'ailleurs? Donc, vous voyez que les fosses nasales jouent un rôle de filtre. Donc, ils arrêtent tout ce qui peut constituer un polluant ou bien un objet, quelque chose d'agressif pour l'organisme. Alors donc, c'est très important de les entretenir. Pourquoi? Parce que quand j'ai fini une journée, je rentre chez moi, je dors avec toutes mes poussières. Vous imaginez que ces poussières peuvent descendre et m'infecter. Ah oui? Voilà. Parce que quand je dors, mon organisme ne travaille pas de la même façon que quand je suis en éveil. L'organisme continue de travailler. Oui. Le seul problème, c'est que lorsque toutes ces particules s'immobilisent sur nos cils, ils peuvent empêcher les cils de fonctionner correctement. Et pour cela, c'est très important de nettoyer. D'accord. Alors, à quoi est-ce qu'on s'expose véritablement quand on ne se nettoie pas? Le nettoyage est d'abord important pour tout le monde, nous tous. Tous les sujets normaux, comme chacun de nous, nous avons besoin, ne serait-ce qu'en fin de journée, à nettoyer les fosses nasales. Ensuite, chez les enfants, c'est d'autant plus important parce qu'un enfant ne sait pas se moucher. Ensuite, l'obstruction nasale chez l'enfant le perturbe énormément. Un enfant qui a le nez bouché refuse de s'alimenter, il ne dort pas bien, il devient grognon. Et les enfants sont sujets à des rhinopharyngites qui sont des maladies d'adaptation chez l'enfant. Et donc, le nettoyage des fosses nasales est déterminant chez l'enfant parce qu'à partir du nez, les microbes peuvent aller coloniser les oreilles et leur donner des otites. Et c'est encore plus important chez des adultes qui ont des problèmes, notamment lorsque nous faisons une infection au niveau du nez, comme une grippe. La sinusite, l'asthme, tout ça, chez eux aussi, c'est déterminant, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. La sinusite, ce que les gens disent vulgairement, mais souvent, c'est des gens qui ont des allergies nasosinusiennes. Et ces allergies peuvent s'exacerber lorsqu'il y a plein de polluants qui stagnent. Et c'est pour cela, chez ces gens de personnes, ils ont besoin de nettoyer leurs fosses nasales beaucoup plus fréquemment que le sujet normal. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez constaté, hein, nous avons notre petit laboratoire au niveau de BB24. Nous avons du matériel. C'est pour vous montrer comment est-ce qu'il faut véritablement nettoyer les oreilles. Donc, les narines plutôt. Donc, on vous écoute, on vous suit attentivement. Alors, sur Internet, lorsqu'on tape un petit peu sur Internet, on voit qu'il y a plein de choses qui sont dites, plein d'astuces. Mais ce qui est le plus simple pour nettoyer le nez, c'est le sérum salé. Le sérum salé qui se vend en pharmacie, c'est vraiment moins cher, le sérum salé, avec une seringue que nous prélevons et on envoie directement dans le nez, dans une fosse nasale après l'autre. Ça ne se pique pas, non? Non, parce que vous utilisez l'aiguille pour prélever, mais vous laissez l'aiguille sur le sérum. C'est juste la seringue avec son embout que vous introduisez dans le nez, que vous envoyez. Particulièrement, c'est très efficace chez les enfants. C'est très efficace. Vous lavez une fosse nasale après l'autre. Mais vous n'avalez pas de travers? Lorsque vous faites le lavage, ça peut sortir de l'autre côté, comme aussi ça peut être dégluti. De toute façon, le mucus qui est produit au niveau des fosses nasales va normalement dans l'estomac pour être détruit. Donc, ça ne change rien. Il n'y a pas de problème. On peut aussi utiliser beaucoup de solutions à l'eau de mer qui sont conditionnées, qui sont vendues en pharmacie, qu'on peut utiliser. C'est des produits qui sont sous pression. Donc, on peut aller carrément à la plage et on prend l'eau de mer directement au lieu d'aller acheter un truc bien fabriqué et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très intéressant parce que, contrairement au sérum salé, ces solutions reviennent plus chères. C'est clair que si vous devez aller à la plage de Fidrosset prendre de l'eau de mer, vous imaginez déjà combien cette eau est polluée. Il faut d'abord filtrer, nettoyer et conditionner. C'est ce qui fait que ça revient cher. Mais on peut utiliser ça aussi pour nettoyer, il y en a plein dans les pharmacies qu'on peut utiliser pour nettoyer le nez des enfants. Mais le seul problème, c'est que ça nécessite une pression continue. Et très souvent, vous devez utiliser beaucoup. Parfois, en une semaine, vous pouvez vider 2-3 flacons, alors que ça coûte près de 3 000. L'autre revient beaucoup moins cher. Et en fait, il y a des dispositifs comme ceux-ci. Ça, c'est des dispositifs que vous avez à vie. Vous pouvez remplir d'eau de robinet. Généralement, c'est mieux de bouillir l'eau et laisser refroidir avant d'introduire dedans. Et il y a des sels de rinçage qu'on achète, qu'on ouvre dedans. Et à partir, il y a un dispositif ici qu'on introduit dans le nez. De façon passive, ça coule dans le nez et ça permet de laver le nez. Lorsque vous n'avez pas les sels de rinçage, vous pouvez acheter du sérum physiologique que vous mettez dedans. Au lieu de l'eau de pompe. Au lieu de l'eau de robinet. Parce que le sel de rinçage
permet de maintenir le pH au pH normal. D'accord. Et aussi, ça permet aussi de détruire les microbes qu'il pourrait y avoir dans l'eau de robinet. D'accord. Donc, Mais vous n'avez pas d'astuce plus simple? Tout ça, ça paraît un peu trop savant. Il n'y en a pas d'autres? la seringue et le sérum salé, c'est extrêmement facile. C'est ça qui est le plus C'est recommandé. ça qui est le plus recommandé, c'est ça qu'on utilise énormément et surtout chez les enfants. D'accord. Chez les enfants. Mais on voit souvent des adultes qui pressent les narines de l'enfant pour pouvoir le faire sortir d'un autre côté. Est-ce que ça aussi, c'est recommandé? Oui, vous savez, nos mamans avant, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles aspiraient directement les narines de leurs enfants. Avec leur bouche? Avec leur bouche. Et Ah dans oui? nos villages encore, J'aurais bien aimé voir les ça. gens le font encore. Jusqu'à présent? Bien sûr, Vous les gens m'en le font apprenez encore. des choses sur ce En dehors de plateau. cela, on a en pharmacie des mouches bébés, Oui. mais tout cela, ce n'est pas aussi efficace Que que, ça. le sérum salé. D'accord. Mais maintenant, comment il faut le faire, Oui. particulièrement chez les enfants, parce que Oui. souvent, les mères, elles ont peur, Oui. elles se disent, bon, mon enfant va étouffer. Si, si. En général, c'est très important de préciser ici qu'un lavage du nez n'étouffe pas un enfant. D'accord. Sur Internet, on voit souvent, ou bien parfois, il y a des médecins qui conseillent de mettre l'enfant couché. Si, si. Mais par expérience personnelle, c'est mieux de laisser l'enfant assis sur les cuisses. On enroule une petite serviette autour. Autour de Ça son permet cou. en même temps de l'immobiliser. Si, si. Et aussi, ça permet de recueillir les sécrétions sales. D'accord. Et on envoie la seringue dans une fosse nasale. On lave jusqu'à ce que ce qui sort soit complètement propre. D'accord. Ensuite, on passe à la deuxième fosse nasale. D'accord. Parfois, quand on lave, l'enfant déglutit, ce n'est pas grave. Faut pas qu'on prenne peur. Voilà. Et D'accord. parfois, lorsqu'on lave le nez, vous allez voir les enfants, Ils ils gigotent. ils réagissent. Et parfois, les mères prennent peur. Mais Elles en général, paniquent. non, il n'y a pas de souci par rapport à cela. D'accord. Alors que comment le faire? C'est-à-dire, nous avons déjà parlé de comment le faire, mais quand le faire véritablement? À quelle fréquence? Donc, pour les sujets normaux, comme vous et moi, Les adultes, vous voulez les dire? adultes normaux, Oui. comme vous et moi, qui ne sommes pas malades, un lavage du nez, une fois par jour le soir, est pratique. En Une fois général. par jour le Le soir. soir, c'est pratique parce que comme ça, quand vous avez fini la journée, vous ne dormez pas avec tous vos polluants. D'accord. C'est pratique, mais l'idéal, bon, on trouverait peut-être que c'est trop contraignant de le faire chaque jour. Combien de fois il faut le faire vraiment par semaine? Ce qui est conseillé une fois par jour. Mais maintenant, si, Dites-moi que vous le faites tous les si jours. quelqu'un réussit à le faire 2-3 fois dans la semaine, c'est déjà pas mal. D'accord, 2 Mais à 3 si- fois par semaine. Voilà. Si par contre, la personne a un problème, ceux qui sont des allergiques, qui ont des allergies nasosinusiennes, ceux qui ont une infection, ceux qui ont une grippe, ou ceux qui sont sujets à des maladies respiratoires, comme l'asthme, ainsi de suite, on conseille de le faire 2 fois par jour, matin et soir. Pourquoi? Parce que, 1, ça réduit le risque d'infection. 2, ça réduit la consommation des médicaments. 3, ça les éloigne des médecins. D'accord, Parce que prévenir vaut toujours mieux que guérir. d'accord. Maintenant, à quel moment on se dit ça, je ne peux plus me contenter des solutions que vous venez de nous présenter, il faut que j'aille chez un médecin spécialiste? Voilà. Lorsque déjà vous avez une obstruction nasale qui persiste, et que vous avez déjà essayé les solutions simples comme ça et ça persiste, il faut déjà se dire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Ensuite, lorsque le mucus qui sort devient sale, jaune, parfois on sent une mauvaise odeur. À partir de ce moment-là, il faut se dire, il y a peut-être un autre problème. Ou bien lorsque je suis enrhumé de façon chronique, il y a des gens qui sont enrhumés tout le temps. Je suis enrhumé de façon chronique, il faut se dire, certainement, il doit y avoir un autre problème derrière. Ou bien encore, lorsque j'ai une pathologie respiratoire qui s'exacerbe souvent, si je suis asthmatique, c'est mieux d'aller se faire suivre. Les C'est soins que de- les maux de gorge, est-ce que s'il y a un lien avec les narines? Bien sûr. Pourquoi? Parce que les fosses nasales sont en continuité avec le pharynx, avec la D'accord. gorge. Et très souvent, il y a des gens qui viennent pour dire, docteur, j'ai une angine, j'ai mal à la gorge, mais ce qui se passe, c'est le mucus qui descend du nez, qui est au niveau de la gorge, qui est infecté. Et très souvent, il faut aller bien traiter le nez plutôt que de s'appesantir sur la gorge. D'accord. Nous en sommes maintenant à l'étape des conseils et recommandations à l'endroit des téléspectateurs pour pouvoir bien jouir de ces narines. Alors, nos fosses nasales, c'est très important de comprendre que c'est une machine formidable que Dieu nous a offert Gratuitement. Hein. gratuitement. On n'a rien payé pour cela. Alors, l'entretenir, c'est montrer encore à celui qui nous l'a offert que nous connaissons leur valeur. Et entretenir nos fosses nasales avec ces solutions toutes simples. Je vais insister particulièrement sur le sérum salé. Oui. C'est moins Faut cher. nous le remontrer. Ça coûte 600 francs en pharmacie. D'accord.
C'est vrai qu'on peut aussi préparer le sérum salaire à la maison. D'accord. Mais pour éviter les problèmes de dilution... C'est aussi les conditions d'hygiène. Voilà, pour éviter que ce ça. soit stérile, non? Voilà, c'est mieux d'aller acheter. Oui. Et la seringue, il faut la changer régulièrement. On ne va pas utiliser une seringue pour Sur 2 une semaines, semaine. 3 semaines, non, Mais généralement. sur une semaine, c'est bon? Une semaine, bon. En tout cas, il faut changer périodiquement. Oui. Et l'entretien de nos fosses nasales, grâce à ces dispositifs, nous permet de rester le plus loin possible des médecins. Le plus loin possible des médecins. D'accord, c'est sûr, hein, on n'aime pas trop aller chez le médecin, c'est sûr. Hein. Quand on a mal, on ne se sent pas bien. Mesdames et messieurs, j'espère que vous savez dorénavant comment entretenir vos narines. L'expert, quant à lui, il est là pour nous dire comment est-ce qu'il faut être indépendant financièrement. Vous l'avez compris, Nature et Bien-être laisse place à l'expert. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, l'expert est déjà là. Nous parlons indépendance financière, comment se payer en premier. Si vous vous en souveniez, si vous nous avez suivis semaine passée, vous vous êtes rendu compte que nous avons ouvert une série sur comment est-ce qu'on peut s'enrichir avec son salaire. Alors, malgré qu'on est salarié, on peut être riche, c'est l'expert qui le dit, mais pour le faire aussi, il faut se payer en premier. De quoi il s'agit, il nous le dira sur ce plateau. Marcel Lefond, bonsoir. Bonsoir, Aniad. Vous êtes notre coach motivateur maison, comme j'aime bien vous l'appeler. Absolument, oui. Merci d'être avec nous. C'est nous qui vous remercions pour Alors, l'opportunité. aujourd'hui, on parle d'indépendance financière. Comment se payer en premier? Absolument. Comment se payer en premier? Depuis un moment d'ailleurs, on avait commencé à aborder la question de l'enrichissement, comment devenir financièrement indépendant. C'est-à-dire ne plus être obligé alors de regarder à chaque fois ce qu'on a avant de satisfaire ses besoins. Avant de dépenser. Avant de dépenser, oui. voilà. Arriver à un niveau de votre vie où tout ce que vous avez envie... On n'a plus d'inquiétude. On n'a plus d'inquiétude, on vit la vie vraiment sans limite. Parce que, naturellement, à un moment donné, on a travaillé, à faire travailler son argent pendant même qu'on est au repos. Mais il y a des préalables, comme on avait commencé à le dire, oui. Il y a des choses qui permettent de le faire. La première chose, c'est de se payer en premier. On a constaté généralement que la plupart du temps, nous payons beaucoup de personnes en premier. Quand nous gagnons notre salaire, quand vous gagnez 300 000 francs de salaire, par exemple, vous vous empressez, par exemple, de payer votre propriétaire, vous vous empressez de payer. Et oui, il ne faut pas qu'ils viennent vous chasser de la maison, Marcel Lefond. Ce qui est naturel et presque obligatoire. Mais on va voir tout à l'heure, dans l'ordre des priorités, comment est-ce qu'il faut faire les choses. Qui est prioritaire. Non, on y va en même temps. Alors, je veux parler des priorités. Oui, qui est prioritaire, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et il y a un adage qui dit... c'est ce que tu as mangé, il y a un adage chez nous qui est pour toi. C'est un langage fond, ça. Voilà. Chez nous, on dit souvent, c'est ce que tu as mangé qui est pour toi. Mais parlons localement pour ceux qui comprennent la langue fond, c'est ce que tu as mangé qui t'appartient. Oui. Mais avec un peu de recul, on se rend compte qu'il y a des moments où il faut acheter cette philosophie. Comme je l'avais tout le temps dit, parlant des métaphores, il y a des métaphores qui marchent pour un temps, mais qui ne marche pas pour un autre temps. Il y a des métaphores qui marchent pour... À chaque moment, sa métaphore. Voilà, à chaque moment, sa métaphore. À chaque étape de votre vie, chaque métaphore. Lorsque vous avez entre 20 ans et 35 ans, quand vous dites c'est-à-dire c'est ce que tu as mangé qui t'appartient, la métaphore n'est pas nécessairement une bonne métaphore. Pourquoi? Parce que ce que vous devez manger, alors, c'est... ce dont vous mettez l'argent, quand vous avez votre argent, vous allez au supermarché, vous achetez beaucoup de choses pour pouvoir manger. Mais il se fait que, après cette période, quand vous commencez à taper la cinquantaine, alors vous n'êtes plus énergique, vous n'avez plus de potentialité comme vous l'avez quand vous aviez entre 20 et 35 ans. Oh, il faut toujours Donc, maintenir son il faut toujours maintenir un certain niveau de vie. À partir de ce moment, alors, si vous étiez payé en premier, c'est-à-dire envoyer obligatoirement une bonne partie de votre argent travailler pendant que vous êtes en train de travailler vous-même. D'accord. Après 50 ans. Rappelons que ce que vous voulez dire principalement, c'est qu'il faut investir. Il faut investir. Partie de son argent. Oui, se payer en premier veut dire... Rappelons aussi le montant, c'est les 10% de son salaire. Minimum. Il y a peut-être des personnes qui ne nous suivent pas, c'est au moins 10% de son salaire. Minimum. Oui. Il faut qu'on insiste sur ce minimum-là, c'est au moins... Parce qu'on peut aller au-delà. Hein. Je peux décider d'investir 50% de mon salaire. Absolument. Ça n'engage que moi. Absolument, oui. Et on va en parler parce que... 50% de votre salaire, ça correspond à un certain niveau de sécurité dans un temps record. Parce que si vous investissez 10%, c'est le classique. C'est ce que nous recommandons aux gens quand nous parlons d'investissement. Ce n'est pas nécessairement que sur le marché financier. Oui. Le marché financier, on le recommande parce que
c'est la chose la plus formelle, c'est la chose la plus sécurisée. Mais il y a beaucoup d'autres choses que tout le monde connaît qui Vous avez dit permettent... qu'il faut investir dans des actifs. Oui, des actifs, Pas des c'est-à-dire passifs. pas du passif. Voilà. Lorsque vous achetez une belle chemise, c'est très beau, mais je peux vous rassurer, dans certaines mesures, c'est du passif. Je dis bien dans certaines mesures. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui va acheter la plus belle chemise, la plus belle cravate pour aller décrocher, par exemple, un contrat de plusieurs milliards. Alors, c'est un là, bon c'est un investissement. actif. C'est un actif. Vous D'accord. comprenez avec moi. Donc, Oui. on peut acheter la plus belle chemise dans le sens d'un actif comme dans le sens d'un passif. Mais il faut toujours, avant d'agir dans un sens comme celui-là, se poser la question, est-ce que ce que je veux faire, l'investissement, est un vrai investissement ou alors j'achète du passif? Et se payer en premier, le principe de se payer en premier, c'est lorsque vous gagnez l'argent. Lorsque le salaire est viré, Voilà, que vous lorsque avez le la salaire est viré, notification. lorsque le salaire est viré, que vous avez la notification, nous avons des réflexes. Aujourd'hui, avec un peu de recul, on se rend compte que ces réflexes ne sont pas nécessairement les meilleurs réflexes. Quelqu'un, par exemple, a déjà payé tout le monde sur son salaire et c'est à la fin, il se rend compte, mais tiens, je n'ai même pas eu la marge, alors la facilité alors de mettre une petite partie. Là, vous parlez de quelqu'un qui n'avait pas de dette et on préalable, parce que vous savez comment on vit ici au Absolument. Bénin. Parfois, on vit sur crédit. On Dès vit que sur ça crédit. vient, la majorité passe dans le crédit. La banque prend une bonne partie Oui. avant même de vous envoyer la lettre que le salaire est viré. C'est sûr. Donc, la banque prend sa La partie. banque est prudente. Naturellement, bien. elle se paie en premier et l'État prélève ses impôts à la source. Donc, Il se l'État paie se en paie en premier. premier, les impôts se paient en premier. Donc, nous aussi, nous devons nous payer en premier. Absolument. Donc, et à la fin, vous vous rendez compte que vous avez gagné beaucoup d'argent, mais vous n'en avez plus rien. Oui. Et le même scénario se produit À chaque mois. Et bon, à un moment donné, on est fâché, on dit, j'ai plus le choix, il faut que je bouscule mon employeur pour qu'il puisse augmenter le salaire. Là n'est pas le problème. À un moment donné, lui aussi, il n'aura pas le choix, il va vous augmenter. Si. Mais vous retombez dans le même piège Travers. parce que vous ne savez pas qu'il faut se payer en premier. premier. Se payer en premier, c'est lorsque l'argent vient. Je demande aux gens même de l'automatiser. C'est-à-dire demander Vers à un son compte. banquier. Oui, vers un compte sur lequel vous avez fait un ordre de virement automatique. C'est-à-dire, vous avez donné l'ordre à votre banquier. Lorsque mon salaire est viré, ne demandez pas mon avis avant de prélever, par exemple, 20%, 30%, 40%, 50%, ça dépend de... Mais je crois même qu'il y a des banques qui vous proposent ça. Hein. Quand Oui. c'est un compte salarié, ils savent que c'est dessus que passe votre salaire. Oui. Ils vous proposent ce genre de... Oui, mais aujourd'hui, les banques font beaucoup d'efforts, mais après, c'est votre argent. Lorsque la banque n'a pas fait ce travail à votre place, c'est vous qui devez savoir qu'il faut que vous payiez en premier. Parce que ce qui va se passer, si le premier mois, vous avez commencé à travailler, si vous avez eu le courage alors de vous payer en premier, si le salaire, par exemple, à 100 000, alors vous pouvez le réduire, pourquoi pas à 80 000. Vous vous dites dans votre tête, mon salaire, c'est 80 000. C'est ce dont j'ai droit. Parce que vous avez donné un ordre de virement à votre banquier pour dire, lorsque le salaire vient, automatiquement, ça, mon avis, alors, vis-moi 20 000 francs sur ce compte. Et celui qui reçoit cet argent sait que lorsque l'argent vient sur ce compte, s'il y a une action de la BOA qui est disponible sur le marché financier, alors il ne demande pas également votre avis parce que vous lui avez également donné l'autorisation. Donc, il fait des achats pour vous et pendant que vous êtes là, tranquille, vous pouvez un jour, d'un jour à l'autre, alors devenir de façon automatique un millionnaire. Un millionnaire. Est-ce que vous voyez un peu? C'est bien beau ce Donc, rêve-là. oui, absolument, on peut le devenir, sauf que... Mais investir aussi sur la place boursière, c'est risqué. Non, vous savez, tout ce que vous devez faire pour devenir riche. Devenir riche d'abord, c'est un grand risque. C'est un risque de Oui, devenir riche. c'est pourquoi tout le monde ne peut pas devenir Il va riche. falloir le répéter assez souvent. Oui, devenir riche, ceux qui peuvent devenir riches, c'est des gens qui sont capables de prendre des risques. Qui ne risquent rien à rien. Qui ne risquent rien à rien. C'est pourquoi, a priori, toutes les théories ont démontré que l'employé peut devenir riche à une seule condition, qu'il prenne le risque d'envoyer une partie de son argent travailler pour lui pendant qu'il travaille lui-même. Donc, et quand on dit travailler pour lui, il y a des entreprises qui ont ouvert aujourd'hui, qui n'ont pas gagné le COPEC. Et demain, qui seront bien obligés d'ouvrir. Mais vous comprenez, lorsque vous ouvrez la porte, pour vendre dans une journée que vous avez vendu ou non, vous dépensez de l'argent. Le simple fait même de vous déplacer pour venir dans votre boutique, il faut du carburant. Donc, il faut payer les frais. Mais c'est déjà un risque. Donc, si vous donnez votre argent à quelqu'un qui est dans ce business-là, en tant qu'employé, vous déposez votre argent chez celui-là, vous avez pris le risque. Parce qu'il peut arriver qu'il ne vende pas. Alors, il peut arriver qu'il ne vende pas pendant un mois, pendant 2, pendant 3, même pendant 1 an. C'est un risque. Que ce soit la deuxième année qu'il commence à faire du business. Donc, devenir riche, c'est d'abord être capable ou avoir le courage de prendre des risques.
Et les gens qui savent prendre des risques, vous allez les Des voir risques autour de vous. calculés quand même. Hein. Oui, Il faut le risque calculer ces le risque est toujours calculé. C'est pourquoi les entrepreneurs sont des gens les plus informés. D'accord. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous devez être à la pointe de l'information parce qu'une petite information peut vous faire milliardaire comme une petite information peut vous faire plomber. Oui. Donc l'information dans le business, c'est la chose la plus capitale, c'est la première chose sur laquelle, quand vous voulez vraiment devenir riche, qu'il faut être vraiment aux aguets, qu'il faut tout le temps guetter. Alors, Et ce n'est pas maintenant- parce que j'ai décidé de remettre mes sous pour investissement que je ne vais pas m'intéresser à ce qui se fait alors. Non. Il faut que je me renseigne, que je m'informe. Bon, ça rentre maintenant dans les spécificités du marché boursier. Les spécialistes pourront vous informer davantage, mais D'accord. ce qui est important, c'est du métier. Ce n'est pas moi mon métier. Oui, oui. Bon, à force de travailler là-dessus, j'ai des briefs si. d'informations, Si, si. mais c'est du métier. Lorsque vous allez vers un investisseur ou vers une faut lui société, faire confiance. une SGI, dans l'espace 8 mois, Si, si. il faut avoir le courage de lui demander de gérer votre portefeuille. Si, si. Parce que lui, c'est son métier. Avant de changer la position ou d'investir votre argent sur un marché, lui, il a mis l'information, lui, c'est aller à la recherche de l'information, mais ce n'est pas votre job. Et c'est D'accord. d'ailleurs même le principe alors qui consiste à faire travailler son argent pendant qu'on travaille. D'accord. Lorsque vous décidez de le faire vous-même, ça veut dire que vous changez votre rôle. Vous devenez un investisseur. Oui. Peut-être que vous êtes à la retraite et vous avez votre argent, vous vous faites former pour devenir investisseur. Mais de toutes les façons, que vous soyez investisseur ou non, vous avez la possibilité de faire travailler votre argent Si, pendant si. que vous travaillez vous-même. Si, si. Et j'insiste là-dessus, ce payer en premier suppose que pendant que vous êtes en train de gagner votre argent, que vous mettez la pression. N'attendez pas... Vous enlevez les 10% Oui, systématiquement. le minimum. Quand on dit 10%, C'est tout le le monde sait, minimum, c'est le oui. minimum. Lorsque vous gagnez 100 000, 10% sur 100 000, c'est 10 000 francs. Oui. Ok, je ne pense pas que c'est la chose idéale à faire. Parce Oui, qu'on est oui, capable, sur 100 000, par exemple, d'aller s'offrir la plus belle robe là, à 50 000. ça fait déjà un beau pagne aussi. Un beau pagne à 35 000. Ou Ça aller fait dépenser dans les 35%. cérémonies pour Pourquoi 50 000 aussi. Pour 50 000, vous voyez. Ces dépenses-là sont plus faciles parce qu'on C'est des voit... dépenses de prestige, Oui, de Marcel prestige. Efon. Mais- On y tient bien ici. Mais on y tient bien, vous savez le problème, ok? Il y a la pyramide de Maslow qui a tout réglé. Lorsque vous n'arrivez pas à manger, ok, à avoir les 3 repas de la journée, et vous donnez l'impression que tout va bien, en achetant le plus beau pagne, en achetant les plus beaux bijoux, il y a un réel problème. Si, si. Parce que c'est prestigieux, on a l'impression que tout va, mais après, vous ne vivez pas. Mieux, vous pouvez faire du forcing sur vous, vous sevrez des repas et envoyer cet argent travailler plutôt que de le mettre dans du passif dans certaines mesures, comme je l'ai dit. Oui. Donc, on n'a pas le choix aujourd'hui. Tout le monde crie, on veut que les choses aillent bien, mais nous sommes bien obligés alors de retourner à l'école de comment est-ce qu'on devient riche. D'accord. OK? Ce payer en premier, alors, est primordial. Oui. Alors, si on s'en tient à ceux qui reçoivent peut-être le salaire par virement bancaire, là, on a compris l'astuce. Mais quand vous le prenez en main et que vous l'avez, vous voyez déjà peut-être votre enfant qui est malade, le loyer qu'il faut payer, l'électricité qu'il faut payer, vous voyez tout ce qu'il y a à faire. C'est difficile de résister et de dire plutôt, je vais gérer ça d'abord et après penser à me payer en premier. Comment on fait pour résister? Alors, le plus dur, c'est d'attendre que son argent vienne avant de commencer à dire ce qu'on doit faire avec. Le plus dur. Et tous ceux qui font ça ont compris déjà, ils échouent toujours. Ils n'arrivent jamais à donner une bonne orientation à leurs finances. Alors, avant que votre argent vienne, comme je l'ai dit, vous devrez pouvoir faire déjà des orientations. Vous devez avoir un plan. Vous devez savoir, par exemple, dès que mon argent vient, voilà les choses dans lesquelles... Parce que l'argent lui-même, quand il vient vers vous, il a une puissance. Il a un embargo qu'il met sur vous. Il vient avec Et de la il vient avec de la pression. pression. Et il dit, mais vas-y dans tel sens quand vous-même, vous avez envie d'aller dans un autre sens. Donc l'argent de la puissance a du pouvoir. Et ceux qui savent l'orienter, avant qu'il arrive, alors eux, ils donnent des orientations à l'argent avant qu'il arrive Ils ont vers eux. décidé de Ils ont son déjà sort. pris des décisions. Et ils sont froids lorsque l'argent vient. Les gens qui réussissent souvent, vous allez voir, ce ne sont pas des gens qui sont émus devant l'argent. Si, si. Quand ils ont l'argent, quand ils n'en ont pas, c'est difficile de savoir. Parce qu'ils savent d'avance que l'argent va venir, parce qu'ils travaillent pour ça. Ils n'ont pas joué à la loterie. Alors quand l'argent vient, ils ont déjà J'aime bien dit... cette expression, Oui, ils n'ont pas joué à la loterie. parce qu'ils ont travaillé pour. Les vrais riches travaillent pour que l'argent vienne vers eux. Et avant que l'argent vienne déjà, ils savent exactement vers où ils doivent l'envoyer travailler. Marcel Efon, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On n'a même pas envie de vous laisser finir et pourtant il faut qu'on finisse. Mais vous êtes en train de me couper là maintenant. Vous avez 30 secondes encore. OK. Donc, je voudrais résumer en demandant à tous ceux qui nous suivent en ce moment, devenir riche, c'est de l'art, c'est du métier. OK?
On ne peut pas rêver de devenir riche du jour au lendemain. Il faut travailler pour, il faut s'organiser, il faut se préparer. Et quand vous avez oublié tout ça, alors il faut vous poser la question simplement, est-ce que lorsque votre argent vient, vous réussissez toujours à vous payer en premier? Marcel Et quand Effon, vous faites ça, vous comprenez que vous avez déjà commencé à mettre les premières briques de votre construction financière. les 30 secondes sont terminées. Merci à vous. Avec vous, on sait dorénavant qu'il faut se payer toujours en premier. Mesdames et messieurs, l'heure du journal est sacrée, vous le savez. L'espère cette place au journal, proprement dit, le 1945. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD envisage l'élaboration d'un programme pour la période 2019-2023. Les outils nécessaires au démarrage de ce programme sont en cours d'approbation. Les océans sont en danger du fait des actions humaines. La majorité des déchets y sont déversés. Des mesures radicales et urgentes s'imposent pour leur protection. Du sport pour se maintenir tout en profitant du grand air. Le roller est une discipline sportive qui s'impose de plus en plus dans les habitudes. Faire du roller ne s'improvise pas. Des techniques de base sont à maîtriser. Le PNUD s'engage à nouveau à s'investir dans la promotion d'une croissance économique durable et forte qui profite à tous. Le bureau bénin de cette organisation internationale ambitionne réaliser ses objectifs à travers le programme pays 2019-2023. Le document d'élaboration des outils nécessaires à l'approbation et au démarrage du programme en janvier 2019 a fait l'objet d'un séminaire qui se tient à Cotonou. Patrick Adjagbodjou nous donne un aperçu des domaines de développement concernés par ce programme. Le Bénin est le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, une décennie de partenariat axé sur des objectifs de développement durable. Cette organisation internationale est présente aux côtés du Bénin pour éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, assurer la sécurité alimentaire et promouvoir une croissance économique stable et durable. Depuis 2017, PNUD Bénin s'est engagé dans l'élaboration d'un nouveau programme quinquennal intitulé « Document Programme Pays 2019-2023 ». À partir de janvier 2019, le PNUD, à travers sa représentation du Bénin, entrevoit appuyer l'État béninois dans l'amélioration du bien-être et l'augmentation des revenus des populations par la mise en place au niveau local des infrastructures et des équipements socio-économiques qui répondent aux besoins de développement à la base. L'appui du PNUD pour la période 2019-2023 en matière de promotion d'une croissance économique forte et durable porte sur la restauration des écosystèmes forestiers et la promotion d'une énergie propre et bon marché. À travers ces multiples actions, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD prend une part active au développement du Bénin. Chaque seconde, 100 tonnes de déchets sur les 4 milliards produits annuellement finissent en mer. Ces déchets sont en grande partie constitués de matières plastiques et si rien n'est fait d'ici 2020, il y aura plutôt plus de sachets plastiques et de poissons dans les océans. La protection des océans devient donc une priorité. On retrouve Patrick Adjagbodjou. Un tour à la plage de Cotonou et vous avez envie d'y rester. La berge maritime est propre et salubre. Plus de déchets solides ni de sachets plastiques. Pour préserver la santé de ces eaux douces, il faut protéger la vie sous-marine. Dans cette grande étendue, vous avez des ressources, en l'occurrence les ressources halieutiques. C'est la grande source de protéines pour l'homme. Et aujourd'hui, notre océan est rempli de déchets et surtout de déchets plastiques parce que ces déchets plastiques sont non biodégradables. Si c'était des déchets biodégradables, ça allait se dégrader, mais malheureusement, on va compter jusqu'à 8 millions de tonnes de déchets donc par an qui se jettent dans l'océan.
C'est pour vous donner une idée de grandeur. D'ici 2050, si rien n'est fait, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Il est donc impérieux de changer de paradigme car de la santé de la biosphère dépend la survie de l'océan. Quand je viens à la plage de Fizilocé aujourd'hui, j'ai du plaisir et je me dis que notre combat n'est pas vain. Vouloir une plage propre, vouloir des océans sans sachets plastiques, vouloir des océans sans pollution, c'est l'engagement que nous devons prendre ensemble aujourd'hui. Protéger et maintenir la berge maritime saine, un défi à relever à tout prix pour la protection de l'océan. Les premiers plants de cocotiers mis en terre l'année passée ont subsisté, mais on a eu 40% de taux de mortalité. C'est énorme. Donc c'est pourquoi nous devons passer à la répression, parce qu'on a été obligé de faire un regarnissage donc de l'espace reboisé l'an dernier, avant de continuer sur un nouvel espace cette année. Sur le long des côtes béninoises, l'incivisme règne en maître. Il faut alors décourager les comportements nuisibles à l'écosystème. Nous avons mis en place des brigadiers. Ces brigadiers font le nettoyage, sensibilisent, mais sont prêts aussi à vous signaler à la brigade de protection du littoral et de la lutte anti-pollution pour dire mais il y a telle personne qui... Et puis on peut, dès que vous êtes appréhendé, vous subissez les rigueurs de la loi. Parce que nous n'allons pas continuer par nettoyer et d'autres viendront déposer des déchets. Sur la terre ou sous les eaux marines, les déchets plastiques tuent. Plus la lutte est acharnée, plus l'océan restera une source intarissable de ressources maritimes. La canne blanche, support de mobilité et de reconnaissance des personnes handicapées visuelles, est célébrée le 15 octobre de chaque année. Pour une meilleure circulation de ces personnes vulnérables, il va falloir être indulgente. Julien Kpedji parle des difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur vie quotidienne. Si je prends cette canne, lorsque je finis ma marche et que je suis arrivé à destination, je peux la plier et la remettre simplement dans mon sac. Mais la canne artisanale, je ne peux pas me permettre cette liberté. Elle reste dans sa situation de départ. Et l'autre chose, la canne artisanale vous interprète comme une personne assez âgée. Pour acheter la canne blanche, il faut la commander en France. Lomé, tout récemment, qui a commencé également par distribuer la canne blanche. Alors pour entrer en possession de la canne blanche, c'est autour de 15 000. Je vais vous surprendre en vous disant que c'est assez cher pour le non-voyant. Mais je dois expliquer que la personne handicapée visuelle, selon les statistiques, sont pour la plupart issues des familles très pauvres. Le centre de Cotonou, qui est à Séguéa par exemple, aide également les gens à posséder la canne blanche. Les préjugés ne permettent pas aux personnes en situation de déficience visuelle de circuler. Premièrement, la canne blanche n'est pas reconnue. Lorsque vous levez la canne blanche, normalement c'est écrit dans le code de sécurité routière que les usagers de la route, les engins à 2 roues ou autres s'arrêtent et vous laissent le temps de traverser. Mais au Bénin, ce n'est pas encore une réalité malgré les efforts de sensibilisation qui sont déployés chaque année. Parlons maintenant sport glissé sur un sol uni avec des patins très passionnants pour maintes jeunes et enfants. Le roller sport draine aujourd'hui beaucoup de monde. Cependant, c'est un sport très délicat dont l'initiation se fait avec l'expertise d'un coach ou d'un professionnel. Quelles sont les parties du corps qui en souffrent et comment s'y prendre? Les précisions, c'est avec Maspil Akodilossi et Louis Koudogbo, présenté par Ulvaeus Balogun. Très convoité des jeunes et des petits-enfants, le roller sport se généralise dans les agglomérations urbaines. Cependant, c'est un sport qui, à l'instar des autres disciplines sportives, comporte des risques. Le risque majeur pour les pratiquants de roller, c'est la chute. Le saut fait intervenir surtout les genoux. Donc nous montons en hauteur et nous descendons. Donc ce poids du corps qui est amorti sur les roues est à même sur le long terme de créer des difficultés au niveau des genoux. En fonction de la figure d'exercice ou de compétition, certaines parties du corps sont sollicitées. Notre position n'est pas habituelle.
En athlétisme, ils sont pratiquement debout, mais nous, on est souvent abaissés. Donc il y a les cuisses qui ressentent plus l'effort et il y a aussi la hanche, parce qu'on est légèrement courbé vers l'avant. Le roller, c'est d'abord un sport d'équilibre. Donc pour maintenir cet équilibre, vous jouez aussi bien des mains, des pieds, de votre tête ou de votre tronc pour pouvoir maintenir cet équilibre. Et pour tourner, vous allez voir tout à l'heure pendant les pratiques, les athlètes adoptent diverses positions qui leur permettent de tourner facilement, de pouvoir avancer aisément et également de pouvoir contrer les forces de résistance qui sont essentiellement le vent. Cela n'est pas sans ennui sanitaire, mais ne constitue pas non plus un frein à la pratique sportive. Que la langue, les organes, les parties de l'organisme les plus touchées puissent en souffrir particulièrement, ça n'a rien d'extraordinaire. Dans le roller en particulier, vous sollicitez davantage les articulations et surtout la colonne vertébrale par rapport aux différentes postures. Que quelqu'un qui a fait du roller au 3e âge souffre de la colonne vertébrale plus que quelqu'un qui n'a pas fait du roller, oui. Est-ce pour autant qu'il ne faut pas faire du roller? Je ne pense pas. Il faut le faire et se faire suivre, et dès que éventuellement des problèmes d'arthrose vont survenir plus précocement, et de toute façon il y a une prise en charge pour la plupart des maladies qui existent. Pour amortir les chocs inhérents à cette discipline, il faut se servir des matériels de protection que sont les protèges genoux et poignets, le casque et les coudières. Et surtout, se faire suivre par un coach. Lorsque vous ne suivez pas les conseils d'un professionnel, lorsque vous n'allez pas à l'école, lorsque vous n'allez pas à la base, lorsque vous n'apprenez pas les b.a.-ba de la discipline, vous vous exposez donc à ces risques-là. Mais celui qui en a pris, qui a suivi les étapes recommandées, je pense qu'il n'y a aucun risque en la matière. Parce qu'il faut aller faire, par exemple, des figures compliquées, il faut aller s'essayer à ce à quoi on ne s'est pas entraîné, ce à quoi on ne s'applique pas pour aller prendre des risques. Sinon, véritablement, c'est un sport qui n'a pas de risque pour tous les âges. Un ensemble de mesures à prendre afin que ce sport ne soit pas nuisible. Hors du Bénin, le Maroc accueille en 2021 les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Un accord a été signé à cet effet entre le président du groupe de la Banque mondiale, la directrice du FMI et le ministre marocain de l'économie et des finances. Les assemblées annuelles de 2021 vont contribuer à enrichir les débats et les échanges avec les décideurs et experts internationaux sur les moyens susceptibles de promouvoir la coopération internationale et régionale. Mais elles représentent surtout une réelle opportunité pour le Royaume marocain d'exposer les réformes structurelles engagées et les différentes avancées réalisées. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale coïncident avec le 60e anniversaire de l'adhésion du Royaume chérifien à ces deux institutions internationales. Le secteur des infrastructures devrait enregistrer une forte croissance au cours des 5 prochaines années en Afrique de l'Est. Selon un rapport rendu public, la tendance devrait être impulsée par les 3 principales économies de la région, à savoir l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie. Les auteurs du rapport indiquent également que d'ici 2022, les investissements infrastructurels de ces 3 pays devraient enregistrer une croissance de 281,25%. Notons que les secteurs monopolisant les plus gros investissements infrastructurels de la région est-africaine sont ceux du transport et de l'énergie, avec respectivement 37,1% et 45,2% des investissements totaux. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Voilà, merci à vous, Amandine Agnambosso, pour ces informations. Mais je vous attends toujours, j'attends toujours ces images de vous sur les rollers. J'attends toujours, et je crois que les téléspectateurs aussi attendent. Le grand rendez-vous, quant à lui, se poursuit. Nous passons à présent à la revue de l'actualité web.
Le gouvernement béninois envisagerait d'investir environ 776 millions de dollars, soit 439,8 milliards de francs CFA en 2019 pour améliorer les conditions de vie des populations. Ce nouveau portefeuille d'investissement devrait permettre la mise en œuvre de plusieurs mesures sociales. Avec l'adoption d'un budget d'environ 1877 milliards de francs CFA, les autorités projettent une croissance économique de 7,6%, stimulée entre autres par une hausse prévue des performances du secteur cotonnier. Notons que ces prévisions sont en hausse par rapport à celles du FMI qui table sur une croissance de 6,3% pour le pays l'an prochain. Contrairement à l'édition de 2017, l'Afrique est presque absente à Cannes en France pour les manifestations du MIP comme le marché international des programmes de la communication. L'événement organisé par le groupe de communication français RID Midem se tiendra du 15 au 18 novembre 2018. Il accueille les principaux créateurs, acheteurs et distributeurs de contenu audiovisuel de la planète. MIP comme Diversify TV Awards sont créés pour promouvoir la diversité et l'inclusion sous toutes ses formes dans l'industrie internationale de la télévision. Pour cette année, le seul contenu nominé lié à l'Afrique est proposé par les Américains de CBS et de la Smithsonian Institution. Il s'agit d'un épisode de la série Epic Warriors Woman dédié aux Agoji, les Amazones de l'Afrique de l'Ouest. Sur la toile toujours, Bénin Web TV nous apprend que dans l'affaire 4,5 milliards à la Caisse nationale de sécurité sociale, l'auteur de la lettre est sanctionné par la direction. Dans son courrier adressé au directeur de la CNSS, Gilbert Setonji Bokor, secrétaire général du syndicat national des agents de la structure, a souhaité avoir des explications sur la destination des 4,5 milliards débloqués pour la recapitalisation de la BIBE. Mais quelques jours après, la direction de la banque a répondu avoir effectivement reçu les fonds. Au vu de la polémique suscitée par l'affaire, la direction de la CNSS a estimé que l'image de la structure a été mise à mal et discréditée. Il s'agit là d'une faute sur laquelle la direction n'a pas voulu fermer les yeux. Les dispositions ont donc été prises afin que ce dernier puisse répondre de son acte. Une demande d'explication lui a été adressée le lundi 15 octobre 2018. Mieux, une mise à pied sans salaire de 8 jours lui a été infligée à compter de demain, jeudi 18 octobre 2018. Et c'est sur cette note informative que nous vous disons à demain pour d'autres informations sur le net. Voilà, le grand rendez-vous amorce sa présence, sa descente avec le rappel de la météo.
La citation du jour à présent, mesdames et messieurs, chacun porte son bonheur en soi, il suffit de l'éveiller. Chacun porte son bonheur en soi, il suffit de l'éveiller. C'est une citation de Witold Gombrowicz. Merci à vous d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission. Le Grand Rendez-vous, on se retrouve encore demain pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien.